Bon, alors, bonjour à toutes et tous, et merci d'être là. Merci Andrea de m'avoir invité et surtout merci pour avoir répondu à ma requête pour avoir ici ce magnifique pénis en plastique. C'est un pénis en plastique qui a plusieurs significations pour moi. Entre autres, je soupçonne que souvent que si j'en avais un, moi, de pénis, je serais peut-être considérée par pas mal de gens en tant que quelqu'un avec de leadership et pas une casse-couille. Peut-être quand même. Bref, cela fait référence en fait à une expérience récente que j'ai vécue dans le cadre de mon doctorat, parce que j'ai dû présenter une partie de ma recherche, de mon commission, et ce monsieur m'a dit que mon projet allait l'air fort intéressant, mais que mon attitude était trop overconfident. Alors que à mon collègue candidat doté, lui, d'un pénis véritable blanc, on lui a dit, en fait, on lui a fait la remarque, on a suggéré d'être moins vernaculaire dans sa façon de s'exprimer parce que c'était pas sérieux. Bref, je divague. Mais ce pénis-là, il incarne le pénis blanc véritable et tout ce qui vient avec. Et c'est le seul, en fait, que vous allez voir aujourd'hui pendant ma présentation. Ne vous en doutez pas, je ne le déteste pas, le pénis en lui-même. Ce que je n'aime pas, c'est son association symbolique à la force, au pouvoir et à l'action. Et ce que je n'aime pas, c'est l'infrastructure culturelle qui l'oppose au féminin. Le féminin, lui, faible, passif et mou. Mais pas que. Le pénis blanc en érection se juxtapose aussi à toute autre forme de masculinité, en réduisant la sexualité à deux pôles binaires, en produisant l'objectification du pénis qui sont de différentes couleurs, par exemple, et en excluant tous ceux qui s'identifient à l'idée de mâle d'une façon différente, même en étant né sans un intègre fonctionnel setup d'organes génitaux masculins. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de futurability, c'est-à-dire des différentes approches de penser le futur et des façons d'écrire le futur selon des paradigmes différents à ceux qui sont normalement opposés par cette structure binaire, mâle et blanche. L'opposition stéréotypée qui se positionne contre les mécanismes du pouvoir, les dernières sectes de lutte pour les droits civils le démontrent, n'est plus efficace dans un monde accéléré de l'information dont nous faisons partie. Donc, comment pouvons-nous résister? On peut résister en faisant, comme l'écrit Isabelle Stenger, le possible au lieu de faire le probable. Et qu'est-ce que ça signifie faire le possible au lieu du probable? Alors, Luciana Parisi, je suis désolée pour la petite parenthèse théorique, Luciana Parisi et Antonia Maiaca, autrice de The Uncomputable and Instrumental Possibility, en 2016, dirait que c'est faire comme Lilith. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça signifie faire comme Lilith? Lilith est la protagoniste de la trilogie de science-fiction Lily's Brood, en français La cuvée de Lilith, écrite à la fin des années 1980 par Octavia Butler, que vous voyez ici. Les trois livres de la cuvée de Lilith, groupés aussi sous le nom de Xenogenesis, racontent l'histoire de justement Lilith Iapo, une femme noire qui, dans un futur très éloigné, se réveille prisonnière d'une espèce alien, et cette espèce alien, appelée les Oankali, l'a prélevée de la planète Terre, car nous les humains, nous avons ravagé le globe à cause d'un terrible conflit nucléaire. Et ce conflit a presque d'ailleurs effacé notre espèce. Donc les Oankali sont d'ailleurs une espèce très bizarre. Ils ont des tentacules sensibles sur tout leur corps, là aussi où les humains ont leurs organes de sens, donc au lieu des yeux, et du nez, des oreilles. Et c'est pas très clair dans les livres, mais on pourrait aussi penser qu'ils ont des tentacules au lieu de leurs organes génitaux. Et ces tentacules leur aident à percevoir le monde de façon complètement différente des humains. Par exemple,
les zoancalis peuvent capter la biochimie génétique des êtres humains. D'ailleurs, les zoancalis ont 3 genres, masculin, féminin et ooli. Donc les ooli manipulent le matériel génétique d'autres êtres et sont capables de créer des hybrides oankali reste de l'univers. Donc Andrea, ton désir de paternité, c'est réglé. Donc, long story short, voilà. Donc, long story short, Lilith est choisie en tant qu'incubatrice pour le premier hybride oankali humain. Et au départ, s'opposant activement contre sa condition de captive, Lilith décide ensuite de changer, de résister de façon différente. Et à travers son corps imprégné avec le génome de Oankali, elle décide de renverser sa condition. Et c'est là, à mon avis, un exemple de ce qu'on appelle la weak resistance. À travers son corps, à travers la caractéristique même qui définit son corps en tant que faible, c'est-à-dire son sexe féminin noir dans une condition d'esclavage, et par le refus de la rhétorique classique de résistance héroïque, Lilith décide de se laisser parasiter et elle donne l'accès à l'envahisseur. Et c'est là, c'est un acte non seulement pour sa survie, mais c'est un acte d'autonomisation et d'autodétermination. Par ce geste, Lilith n'est plus objet, mais redevient sujet. Elle redevient un être capable d'imaginer un futur et de produire le nouveau qui, à la limite, va la libérer elle-même. Donc, on va pas faire toute l'histoire des Oankali aujourd'hui, mais ce qui est important de comprendre, c'est que la notion de weak resistance, c'est qu'elle décide de n'être plus utilisée par les Oankali, mais de renverser cette situation et de les utiliser pour générer sa filiation, justement. Donc Lilith's Brood, donc la cuvée de Lilith, s'inscrit dans les discours liés à l'afrofuturisme. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, avec afrofuturisme, on entend un mouvement artistique assez large qui comprend tout, du film à la littérature, au street art, à la musique. C'est un mouvement transnational qui utilise des éléments de science-fiction pour revoir et réclamer les histoires de la diaspora africaine, tout en construisant des visions du futur prônant l'émancipation de cette diaspora. Mais c'est un noir dans un sens plus large, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas strictement inhérent à la culture blanche. Pour vous donner des exemples dans la culture pop, les vidéoclips de Janelle Monáe, par exemple, avec son dernier album Dirty Computer, peuvent être classifiés de afrofuturisme, ainsi que des films tels que Black Panther. Et c'est avec ce cadre dans l'arrière de vos pensées que je vous invite à regarder les travaux dont je vais vous parler dans quelques instants. Juste une petite précision, je ne veux pas par là dire que toutes les 4 artistes que je vais vous présenter font de l'afrofuturisme ou sont ouvertement dans ce mouvement, parce que cela serait à nouveau créer une catégorie pour le mettre de côté, et d'autant plus deux artistes que l'on va voir comme Anduki Jordan et Pepe Dayeran et même Tabitha Rezer refusent ouvertement d'être étiquetés justement par cette catégorie. Mais moi je les ai mis ensemble parce qu'il s'agit de 4 démarches différentes qui se veulent politiques, dans le sens que c'est des démarches qui font référence aux politiques identitaires qui obligent les spectateurs à réfléchir sur des narratifs stéréotypés qui existent aujourd'hui, des narratifs stéréotypés sur la classe sociale, le genre, la race, et aussi c'est des travaux qui nous poussent à imaginer différemment, avec des points de départ différents, ce qui peut être l'art aujourd'hui et des visions du futur dans les années qui viendront. Donc on va commencer avec Juliana Huxtable, qui est une artiste new-yorkaise travaillant avec plusieurs médias, de la performance à la photographie à la sculpture.
Dans son travail, Huxtable explore les intersections de genre, ce qui est normalement étiqueté comme queer, et l'identité. Son approche à ces thématiques commence par l'usage de son corps. Elle se met en scène, elle fait des performances, elle réalise des autoportraits, mais aussi elle écrit, elle réalise des impressions avec du texte, elle travaille aussi avec la musique. Cette liberté s'affirmant dans le nombre de techniques utilisées est en effet un miroir de la fluidité des genres qu'elle revendique et qu'elle explore théoriquement. Et c'est un but de renverser encore une fois les catégories hiérarchiques et de briller les catégories créatives. Et dans son travail que vous voyez ici, History, puis le Peace de 2013, l'artiste réalise des autoportraits modifiés à l'ordinateur, la montrant assise devant des tapisseries représentant les portraits des marchands des bateaux de nombreux pays qui étaient des participants actifs dans la politique coloniale et dans la traite d'esclaves. Ce travail fait référence d'une part à comment les histoires contribuent encore aujourd'hui, malheureusement, à renforcer des stéréotypes de genre et de race, et de l'autre, à l'histoire personnelle de Huxtable et à son vécu en tant qu'identité, en tant que corps noir transsexuel, grandi au Texas dans les années 1990. Ces interactions entre corps physique, le public et les forces culturelles invisibles qui forgent et qui aussi créent des contraintes aux individus sont aussi présentes dans les autoportraits hyper féminisés et sexualisés de Nubian Princess, que vous voyez là, et dans Untitled in the Rage, Nibiru Cataclysm. Donc il y a d'un côté la volonté de célébrer son propre corps, mais aussi de l'utiliser de façon politique, en mettant l'accent sur la perception du corps photographié et sur les préconcepts de race, de genre et de perception de la sexualité queer. Les titres aussi sont problématiques parce que Nubian Princess fait référence à la Nubian Movement, ou Nubian Nation, qui est une organisation fondée à la fin des années 1960. Et c'est un mouvement qui prend des idéaux panafricains et des concepts philosophiques issus d'un mélange de plusieurs religions, du judaïsme à l'islam, à des éléments ésotériques liés à la croyance dans des espèces aliens supérieures. Donc c'est un peu comme nos amis raéliens en Valais, mais avec une origine panafricaine et extra-européenne. Quant à l'image que vous voyez ici, donc Untitled in the Rage, Nibiru Cataclysm, il y a une référence directe à Nibiru, la planète de nombreuses théories conspirationnistes, qui serait une planète censée rentrer en collision avec la Terre et en causer la destruction. D'une façon figurative, Nibiru est évidemment le jumeau noir et méchant de notre Terre, l'alter ego caché qui va produire les renversements extrêmes, la fin du temps, le cataclysme. En parlant des renversements, c'est maintenant le moment de parler de Tabitha Reser. Tabitha Reser veut aussi, elle, renverser les hiérarchies binaires, géographiques et raciales, mais dans la toile. Parce que c'est essentiellement quelqu'un qui travaille dans le net. Donc active comme net artiste, elle mélange nouvelles technologies et pratiques africaines traditionnelles. Elle a aussi une approche décoloniale qui met en pratique à travers sa philosophie de cuisiner avec le reste. Les performances des Dayab se veulent être un moyen de connecter avec les autres par la nourriture. Donc l'aspect autobiographique est aussi très important chez lui, ainsi que le partage des histoires, des rencontres, des témoignages, parce que lorsqu'il performe souvent, ces performances, c'est vraiment les gens se retrouvent, on s'assoit tous ensemble normalement par terre et Pépé commence à raconter une histoire. Normalement, il commence en racontant sa propre histoire
de petits gamins en Philippines qui, issus d'un niveau assez pauvre, qui avaient faim, et puis il y a toute une mythologie qui s'est créée autour de la façon de faire la bouffe ensemble, de faire à manger ensemble. Et donc il commence en racontant ces histoires, et ensuite il y a une atmosphère d'échange qui est très forte, de partage qui est très fort. Et après, n'importe où il va, il demande de regarder dans les frigos et de faire manger pour les gens qui sont venus pour la performance avec le reste qu'ils trouvent dans les frigos. Et le but, c'est de les réutiliser complètement. Et si l'on croit évidemment à la politique de la décroissance, c'est exactement ça qu'il faut faire. Ne pas gaspiller, ne pas jeter, réutiliser. Et c'est l'acte créatif qui est fondamental parce qu'il permet de faire avec ce qu'on a. Donc encore une fois, si vous pensez à ce que je vous ai dit au début, faire le possible de le probable, c'est on fait le possible pour faire manger avec tous ces gens avec cette bol de riz et puis 4 carottes qui sont en train de pourrir, par exemple. Et puis avant de s'asseoir ensemble pour manger le repas cuisiné ainsi, Dayab intègre dans la narration des moments de musique où par exemple il chante la recette de ce qu'il va cuisiner et des moments de danse créant des moments de communication et d'échanges non verbaux qui font davantage réfléchir sur la nécessité de se réapproprier de notre temps dans un discours visant à dire que la connexion, la vraie connexion, passe aussi pour se donner du temps. Et c'est quelque chose que souvent aujourd'hui, dans cette accélération quotidienne qu'on vit, on a complètement, ou presque oublié, parce que à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, la première chose ou presque les premières choses qui ressortent, c'est « Ah, je suis trop fatiguée » ou « J'ai trop de choses à faire », etc. etc. Donc, on vit dans un moment où on en est malheureusement dépourvu de notre temps, et lui, il demande de réfléchir à ça et de reprendre son temps par le partage qui passe par la nourriture. Et puis évidemment, les politiques identitaires passent aussi par la nourriture, et ce qu'on mange est politique. Et cela peut avoir un impact sur la vie des communautés dans un niveau global. Quatrième artiste, donc les politiques identitaires et les politiques de genre sont aussi tangentielles dans la pratique de Anne Jordan, qui est allemande d'origine coréenne, aussi basée à Berlin. Et elle, utilisant les dessins, la sculpture, la cinétique, l'installation, la vidéo, la performance, donc encore une fois, c'est quelqu'un qui est transgenre dans les pratiques artistiques, dans les genres artistiques. Jordan explore les relations entre les individus et leur environnement, entre les subjectivités temporelles et les aires géologiques. Son travail, qui est là, The Lost Princess of Mongolia, qui a commencé en 2009 et qui est encore en développement, prend forme dans une série de vidéos liées au mockumentary, donc au faux documentaire, où nous ne savons pas si ce que l'on regarde c'est du témoignage ou du mythe. Là, c'est une installation qu'on a réalisée ensemble à Berlin, qui est une espèce de tente qui peut faire rappeler aux yurtas des nomades en Mongolie, parce que Jordan, adopté par une famille allemande à un très jeune âge, construit les mythes de ses origines coréennes en incarnant le personnage de la princesse perdue de Mongolie, parce qu'il y a un mythe qui veut que le peuple habitant la péninsule coréenne soit des descendants de Genghis Khan, donc qui soient venus de Mongolie. Et donc, elle s'invente ces mythes de princesses de Mongolie qui se retrouvent déplacées, déracinées, en quête de reconnexion avec son propre passé.
à l'intérieur de cette yurta. Donc il y a une reconstruction avec des tapis, des peaux de moutons que vous voyez là, et puis une série des vidéos. Donc les vidéos dont je vous parlais avant, c'est faux documentaire. Et cette quête identitaire est parallèle en fait à celle de tant d'autres que les bouleversements politiques et sociaux obligent à quitter leur lieu de naissance et à se réinventer afin de pouvoir dépasser ce moment de déconnexion extrême et totalisante. Et là, c'est son dernier travail qui s'appelle Changing Sex in Ecology. Et c'est son dernier travail qui est maintenant en vue à la première biennale d'art contemporain à Riga. L'installation que vous voyez ici a été réalisée avec la collaboration de la curatrice Pauline de Trois-Lignes. Et il s'agit d'un ensemble comprenant un papier peint, que vous voyez à l'arrière, avec la démarche de recherche qu'il y a derrière cet objet, cette espèce de caisse bleue dont je vais vous parler dans un instant. Ensuite, il y a 2 vidéos à l'écran et justement ce lit baldaquin où les visiteurs sont invités à rentrer et à se mettre confortables sur des coussins tentaculaires qui rappellent des créatures marines. Et donc on est allongé sur ce lit et puis en regardant, il y a une projection. Et cette projection, c'est un film que Jordan a réalisé en 2016 qui s'appelle Ziggy and the Starfish, qui est un travail sur la sexualité des poissons. La migration des poissons et des créatures marines, parce qu'il y a aussi des poulpes, des jellyfish, c'est les méduses. Ouais. Donc, la migration d'un pays à l'autre, d'un monde à l'autre, le passage du temps et son effet sur les individus, tout cela sont des éléments ouvrant les clés de lecture au travail de Jordan. Et dans Ziggy and the Starfish, et dans le sens plus large, cette installation, donc Changing Sex in Ecology, la transition d'un sexe à l'autre, donc les changements des sexes, et l'existence de plusieurs formes de sexualité et d'identification du genre, qui vont au-delà de la binarité hétéronormative, sont affrontées de façon sensuelle et sensorielle aussi, car voilà, on se range sous ce lit, confortable, on caresse ses coussins, et tout et tout. Et la façon dont ça est abordé, c'est quand même assez jubilatoire. Et contrairement au discours homophobe et transphobe qui proclament l'homosexualité et la transsexualité comme des erreurs ou des choses contre nature, Changing Sex in Ecology prouve le contraire et agit comme un acte de revendication et d'autodétermination du corps trans. Voilà. Donc, après ce petit excursus, dans les pratiques des 4 artistes que je vous ai présentées aujourd'hui, nous pouvons retrouver justement des éléments des résistances aux structures de pouvoir en place. Et dans son livre Futurability, The Age of Impotence and the Horizon of Possibility, Franco Bifo Berardi affirme que maintenant on vit une situation d'impuissance globale face à l'avancée des membres en érection des néofascistes d'extrême droite. Résister, comment faire? Résister est d'autant plus nécessaire si l'on veut encore être capable de pouvoir même imaginer des futurs possibles. Et la question reste ouverte. La question reste ouverte parce que comment construire une résistance à ce discours xénophobe et hétéronormatif? Une résistance directe n'est pas efficace parce qu'on ne peut pas être, moi, nous non plus, dur et actif dans ce sens-là. Ce n'est pas si efficace, ça ne peut plus avoir d'effet.
Donc, à mon avis, il faut prôner des formes de résistance telles mises en place par Lilith, dont je vous ai parlé au début. C'est-à-dire, il est impératif de faire le possible au lieu de faire le probable et de propager des nouveaux virus pour les changements. Merci.